Vous m'entendez bien? Alors je m'excuse pour ma voix, elle est encore un peu éraillée. Donc bienvenue pour ce deuxième temps de cette conférence sur la paix au sens très large, organisée conjointement par le groupe GDR à l'Assemblée nationale et puis le Parti communiste. J'ai très grand plaisir à être avec vous cet après-midi puisque ce sujet, je crois, mais comme pour l'ensemble d'entre vous, m'intéresse plus particulièrement, parce que on ne m'entend pas, mais je vais parler plus fort, vous inquiétez pas. En général, on me dit de me taire, et ça va monter. Ça, c'est vrai, dit Philippe. Non, je m'excuse pour le son de ma voix, mais je vais essayer de pousser un tout petit peu. C'est un sujet, évidemment, je pense, qui tient à cœur à chacune et chacun d'entre nous, puisque on est quand même dans un moment politique. Je ne vais pas faire trop long, parce que je vais céder évidemment la parole à nos intervenantes et intervenants, mais nous sommes dans un moment où le réchauffement climatique est en train de vivre un cycle infernal. Il y a eu encore un rapport hier sur l'océan et l'état de nos océans, sur la fonte des glaces, sur la température. Il y a eu, il y a encore quelques semaines, un rapport aussi de quelques scientifiques du GIEC qui disent que si nous n'agissons pas très rapidement, en vérité, nous n'allons pas contenir le réchauffement climatique. Nous pourrions être bien au-delà de ce que l'on pensait il y a encore quelques mois. Nous pourrions atteindre plus 7 degrés à l'horizon 2100. Et on voit bien, en réalité, que le réchauffement climatique touche en premier lieu les plus pauvres et les plus précaires. Et creuse, est un des facteurs qui creuse les inégalités. Et alors, ce temps-là, il est plus particulièrement sur guerre, paix, et ses impacts sur l'environnement. Donc ça, c'est un sujet, je crois, un peu neuf. C'est une première, en tout cas, sur ces questions-là, mais sur lequel nous avons beaucoup de choses à écouter, à échanger, à entendre et à partager entre nous. Alors, je vais présenter nos trois intervenants, mais je voudrais d'abord excuser monsieur Bouchraya Bachir, qui représentait le peuple sahraoui, un des ambassadeurs, si nous pourrions dire, mais qui a été retenu au Sahara occidental, puisqu'il a été appelé dans un des camps de réfugiés. Donc nous tenions à l'excuser. Il devait être avec nous cet après-midi comme intervenant, mais il nous envoie évidemment toute son amitié et nous lui envoyons en retour toute notre solidarité, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sahraoui. Alors je vais présenter nos intervenantes et intervenants dans l'ordre, puis ensuite je leur céderai la parole. Alors, il y a Madame Tran, qui est à côté de moi et que nous avons grand plaisir à accueillir à cette table ronde, car elle est une des plaignantes contre l'agent Orange. Elle est en procès contre les géants de la pétrochimie qui ont fabriqué cet agent Orange. Et vous connaissez les effets dévastateurs de ce produit toxique. Et évidemment, je dirais, ce long combat, et nous sommes à leur côté. Elle nous parlera de son vécu et de ce que, évidemment, l'agent Orange a pu faire sur son peuple. À côté d'elle, un ami, Philippe Rio, maire de Grigny. Il a beaucoup de casquettes, puisque c'est un maire très engagé sur les questions d'égalité républicaine. Je le dis comme ça, avec beaucoup d'associations. Il a fait beaucoup l'an dernier sur ces questions-là, mais il est aussi le président de l'AFCDRP, l'Association française des communes, départements et régions pour la paix. Il nous dira donc tous les combats qu'il mène avec son association et l'ensemble des élus. Et à côté de lui, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Baptiste Chapuis, qui est chargé de plaidoyer désarmement de handicap international, c'est bien cela, et il nous présentera les campagnes qu'il mène actuellement sur ces questions, et je crois qu'il aura aussi quelque chose qui ira à l'écran, puisque nous projetterons un PowerPoint pour illustrer ses propos. Voilà, je ne veux pas faire plus long parce que nous avons déjà pris un peu de retard et je tenais aussi à m'en excuser, mais évidemment, c'est toujours complexe d'organiser une telle journée. Et puis je sais que les débats ont été très riches ce matin, donc je ne fais pas plus long. Je vais d'abord céder la parole à Philippe, qui va nous donner donc et nous expliquer son combat avec son association, puis Madame Tran, puis Monsieur Chapuis. Je vous demande entre 10 minutes et un quart d'heure chacune, voilà, à peu près, et puis ce qui nous laissera après environ 45 minutes pour avoir un échange
avec vous. Voilà. À toi, Philippe. Merci, Fabien. Merci pour l'invitation et bravo pour l'initiative qui est extrêmement intéressante dans une période où les deux sujets, guerre et climat, ou paix et climat, ont été au cœur des manifestations du 21 septembre dernier, notamment Journée internationale de la paix, et en ce jour si particulier qui est la Journée internationale du désarmement nucléaire. Quelques éléments de présentation sur cette association dont les acronymes devraient changer incessamment sous peu, de la FCDRP, l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, qui est une petite association française, mais une grande association internationale, puisqu'elle a été créée par les maires d'Hiroshima et de Nagasaki. Elle est aujourd'hui présente, cette association Maires pour la paix, dans 165 pays. Plus de 8000 villes dans le monde et un peu plus d'1 milliard d'habitants sont du coup membres de cette association qui s'est donné comme objectif le désarmement nucléaire au cœur de son activité par des actions locales, considérant que les collectivités locales, les leaders locaux, les villages et les villes avaient un rôle à jouer sur, un, le désarmement, 2, le développement de la culture de paix, dont les principes ont été définis notamment par l'UNESCO, et troisièmement, suite à la dernière conférence de Nagasaki en 2017, un nouveau chapitre s'est ouvert sur les villes résilientes et la lutte contre le terrorisme, puisque là aussi les villes étaient touchées et impactées après les épisodes européens, notamment de 2015, 2016 et 2017, par ce phénomène-là, et que les maires, les élus locaux, plus exactement, étaient impactés par ces formes de violence qui se sont amplifiées et qui interrogent beaucoup dans nos pratiques d'élus locaux. L'autre sujet qui est important, c'est que, et je fais le lien avec le climat, le GIEC, dans l'un de ses nombreux rapports, a indiqué que 50% des actions de lutte contre le réchauffement climatique et de l'adaptation climatique se faisaient dans les villes. Puisque notre monde est urbain, il y a donc convergence entre la nécessité localement de développer un certain nombre d'actions, d'ouvrir les esprits, de permettre à nos concitoyens dans la proximité et la quotidienneté à agir pour la paix, mais également d'agir concrètement contre les effets du réchauffement climatique. Nous avons donc un rôle particulier, et moi je ne conçois pas d'ailleurs la paix sans le climat et le climat sans la paix. Sur le thème qui nous est proposé aujourd'hui, peut-être quelques éléments généraux. D'abord, se rappeler que les droits humains à la paix durable, pour aller un peu plus loin, est la condition préalable à l'exercice de tous les droits et devoirs du citoyen. Ce n'est pas en temps de guerre que le droit à l'éducation, que l'égalité femmes-hommes, qu'un certain nombre d'autres droits peuvent être mis en pratique. C'est bien de le rappeler que la paix et les droits humains à la paix, c'est d'abord et avant tout la condition à l'exercice des droits et des devoirs de chacun de nos concitoyens et qu'il est donc constitutif de tout le reste. Cela vaut aussi pour le droit à l'environnement, puisque l'une des activités les plus polluantes à divers niveaux, divers facteurs, je vais en balayer quelques-uns, la guerre est un accélérateur du réchauffement climatique. Un avion, un bateau consomme des énergies fossiles dans des niveaux bien inférieurs et certainement non réglementés par rapport à ce qui relève du transport civil. Il n'y a pas de normes, en tout cas moi je n'en connais pas. Et donc chaque déplacement maritime, terrestre ou dans le ciel n'est soumis à aucune réglementation pour les engins de guerre.
Deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, donc ce sont des éléments de facteurs d'émissions de gaz à effet de serre qui sont d'ailleurs dans aucun radar actuellement, de normes soit internationales, soit nationales. Deuxième élément, mais ma voisine, Madame Tran, en parlera, il y a bien évidemment les produits chimiques, l'agent orange, d'autres, on a eu le gaz moutarde à Ypres. Il y a encore récemment en Syrie, même si on a à l'esprit aussi les massacres en Irak auprès des populations à partir d'agents chimiques. Bien évidemment, une arme de guerre qui est aujourd'hui réglementée, mais qui a un impact encore aujourd'hui, après une utilisation il y a plusieurs années. Et puis là aussi, je laisserai mon voisin de gauche en parler beaucoup mieux que moi. La question de la présence d'armes et de munitions, mines antipersonnelles, bombes à fragmentation. On s'est rencontrés, je trouve, avec Handicap International il y a 2 ans et ils nous expliquaient leur campagne sur ces nouvelles bombes qui, dans les milieux urbains, ont certes peuvent avoir des cibles militaires, mais qui explosent avant même d'avoir touché leur cible et donc touchent les civils autour, mais aussi les écoles, mais aussi les hôpitaux, toujours non réglementés. Et donc, cela laisse des traces extrêmement importantes. Aujourd'hui, une ville comme Kobané, qui a été extrêmement bombardée, j'essaie de prendre des exemples un peu récents, est aujourd'hui une zone, j'allais dire, on a un terme en urbanisme qui dit non edificandi, non édifié, mais la reconstruction de cette ville est quand même compliquée lorsqu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de bombes à sortir. Et on voit bien que la nécessité des droits humains à la paix, conjuguée au droit du climat, revêt un autre droit, me semble-t-il, celui du droit à la ville, puisque si le monde est de plus en plus urbain, les guerres sont de plus en plus urbaines également. La ville est le théâtre majoritaire des conflits. On ne se fait plus la guerre dans des grandes plaines avec d'un côté ou de l'autre des bataillons qui s'affrontent, mais c'est bien au cœur des villes qui deviennent des lieux, des théâtres de guerre que du coup les droits les plus élémentaires sont les plus bafoués. Moi, je terminerai mon intervention à ce stade pour rappeler que vos collectivités locales, encore une fois, que vous soyez dans des villages, dans des villes, ou même dans votre quartier, la question de la paix et du climat, notamment auprès de la jeunesse, est un sujet certes d'actualité. L'écume de l'actualité fait en sorte que nous voyons une jeunesse extrêmement mobilisée sur ces questions-là. Mais nous avons un rôle déterminant de permettre ce débat dans nos collectivités locales, chez les plus jeunes, mais pas que. Je pense notamment au monde des anciens combattants, qui sont des acteurs essentiels dans la culture de paix, dans le développement. Puis il se trouve qu'hier, nous, dans ma petite ville de Grigny, dans l'Essonne, de 30 000 habitants, ville extrêmement jeune, nous organisons depuis 3 ans maintenant un concours de jeunes écrivains et illustrateurs, comme il se déroule dans beaucoup de villes, somme toute. Et puis le thème, j'ai pas fait exprès, je vous assure, c'était la paix pour ma planète verte. Ça tombe bien, c'est paix et climat. 320 jeunes ont participé, enfants. Lors de la remise des prix, il y avait 150 parents, en plus des enfants présents. Et à la lecture, je n'ai pas encore tout lu, les petits poèmes et les petites illustrations, mais la prise de conscience, elle est, parce que là c'est vraiment jeune, hein, c'est 6-11 ans. C'est pas des jeunes ados. Mais voilà, une acuité, il faut leur donner les moyens de dessiner le monde de demain, parce que le monde de demain se dessine aujourd'hui, comme il s'illustre aujourd'hui. Et donc moi j'ai été très très surpris de la prise de conscience de la jeunesse, non pas à travers encore une fois les manifestations, mais bien plus chez les plus jeunes, lorsqu'on leur laisse les moyens de s'exprimer, de penser le monde de demain,
climat et paix sont certainement les enjeux d'aujourd'hui, mais qui vont prendre de plus en plus d'acuité, et les collectivités locales ont un rôle déterminant pour éveiller les consciences et permettre l'appropriation de ces thèmes-là qui ne sont pas, et je terminerai par cette phrase de Ban Ki-moon que j'adore, ancien secrétaire général de l'ONU, la paix, elle se fait pas uniquement à New York ou à Genève, dans les instances de l'ONU, mais elle se fait aussi dans nos villages, nos quartiers et nos villes. Et donc, avec les mouvements associatifs, bien évidemment, nous avons un rôle de proximité extrêmement important à mener, d'action, de prise de conscience. Et je crois que la population est très à l'écoute de ces thèmes-là. Et nous avons, j'ai envie de dire, presque un boulevard devant nous pour travailler dans cette proximité, cette quotidienneté, ces questions-là. Merci de votre attention. Merci Philippe. À vous, Madame Tran. Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci de m'avoir accepté pour ce colloque. J'ai longtemps hésité parce que le thème dépasse mes connaissances. Alors finalement, j'ai décidé de venir me présenter en tant que témoin des atrocités de la paix et de vous affirmer, de vous confirmer l'amour pour la paix et la bonne volonté pour le désarmement nucléaire et tout désarmement pour les guerres, quoi. Alors, je suis vietnamienne et j'ai aussi la nationalité française. Donc, mais en tant que vietnamienne, j'ai subi presque pendant toute ma vie, j'ai presque 80 ans, et quand même, j'ai toujours subi les guerres, les atrocités de la guerre. Je vous cite quand même quelques exemples pour que vous pouvez vous imaginer ce que le peuple vietnamien a vécu et ce que actuellement les autres peuples du monde entier subissent encore par des guerres. Ma mère, qui était présidente de l'Union des femmes seulement, une simple petite femme, a été ensevelie vivante par les Américains. Et après 35 ans, quand j'ai découvert ses ossements, c'est-à-dire qu'elle était assise comme ça, le crâne est seulement à 20 cm de la surface de la terre. Et j'ai retrouvé encore les cordes qui servaient à la ligoter. Alors, ou bien quand j'étais en prison, parce que j'étais qu'une simple journaliste, mais j'étais en prison quand j'étais enceinte de 4 mois de ma fille. Alors, on m'a suspendue pour me frapper, pour me torturer. Alors, comment on peut dire qu'on n'aime pas la paix face à la mort? Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que jusqu'à mon dernier souffle, je serai avec vous pour combattre pour la paix, pour le bonheur du monde entier, des peuples du monde entier. Et c'est pour ça que je vous remercie de votre présence et d'avoir la gentillesse quand même de m'écouter. Alors, j'ai fait je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Vietnam, mais le Vietnam est en guerre continue et jusqu'à présent, elle est encore menacée par nos voisins, que je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, j'ai fait la piste de Ho Chi Minh, j'ai participé à la guerre en tant que journaliste et c'est comme ça que j'ai plusieurs fois subi les épandages des défoliants qu'on appelait l'agent orange. Donc, c'est comme ça que je ne savais pas avant, mais ma première fille qui était née dans les forêts est morte à cause d'une malformation du cœur. Et mes autres enfants aussi maintenant là, en sont victimes aussi de l'agent orange. Donc, et vous avez devant vous
une victime de l'agent orange, mais une victime très chanceuse, parce que d'apparence extérieure, vous ne voyez rien, même que dans mon corps, je porte plein de maladies, et je transfère ces maladies à mes enfants. Le drame de l'agent orange, c'est que ça n'arrête pas de tuer. Là, les enfants nés des victimes de l'agent orange de la première génération, souvent ils sont nés mais très handicapés et ça se transfère de génération en génération. Actuellement, au Vietnam, on est déjà à la 4e génération avec plus de 4 millions de victimes, vous vous en rendez compte, et ça va continuer parce que l'agent orange n'est pas comme la bombe atomique, parce que les victimes des bombes atomiques sont tuées, sont malades, mais ça s'arrête à cette génération. Mais là, pour l'agent orange, avant, on pensait que ça peut s'arrêter après 30 ans, 40 ans, mais maintenant, selon les recherches scientifiques, même après 100 ans, on n'est pas sûr du tout que ça se termine. C'est pour ça que au tribunal d'opinion internationale pour les victimes de l'agent orange, j'ai utilisé le terme, c'est l'extermination familiale, parce que ou bien on arrête de faire des enfants, ou bien si on continue jusqu'à la fin, les générations, de génération en génération, ils seraient toujours handicapés jusqu'à la fin, quoi. Donc cette lignée familiale sera exterminée. C'est ça le crime. Et aussi pour la nature, aussi pour la terre, parce qu'au Vietnam, on peut pas, finalement, on doit vivre sur les terres où étaient empoisonnées par l'agent orange. On peut pas, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on est là, on est né là, sur cette terre-là, et puis on doit vivre, quoi. Alors, le Vietnam, à travers une association qui s'appelle Association pour les victimes de la dioxine, ont par 3 fois emmené quelques représentants des victimes déposer des plaintes aux tribunaux des États-Unis, mais ça a été, par 3 fois, ça a été débouté. Donc, les victimes de la dioxine du Vietnam n'ont plus le droit de porter plainte aux tribunaux internationaux. Parmi les militaires, les anciens militaires américains, il y a des milliers et des milliers aussi de victimes. Là, ils ont été dédommagés par les firmes américaines avec une promesse de ne jamais plus porter plainte. Donc, ils ont reçu pendant quelques années des dédommagements, mais maintenant, ils n'ont plus le droit aussi de se plaindre auprès des tribunaux. Alors, dans le monde entier, maintenant, reste seulement la France qui permet aux avocats français de défendre, c'est-à-dire de faire des procès multinationaux, de défendre leurs citoyens français contre un autre pays qui leur fait tort. Et c'est comme ça que avec Maître William Bourdon et ses associés, nous nous mettions déjà depuis 11 ans à préparer aussi notre procès contre les firmes américaines. Je ne peux pas vous raconter tout le chemin très difficile qu'on a fait, mais cela fait déjà 5 ans, plus de 5 ans, que le tribunal de grande instance d'Evry a accepté notre assignation, et cela fait déjà plus de 5 ans que le procès contre 26 firmes américaines qui ont produit l'agent orange pendant la guerre du Vietnam ont été assignés par une seule femme. C'est la vieille femme qui est devant vous, quoi. Pourquoi je suis l'unique? Parce que la France, actuellement, est l'unique pays qui accorde ces droits-là aux avocats français. C'est en France que j'ai eu la chance de rencontrer Maître Bourdon et ses associés
qui se portent volontaires pour m'aider à faire ce procès. Ils ont perdu déjà 10 ans de leur vie quoi, pour me soutenir. Et puis, j'ai la chance aussi d'être française et la chance aussi d'être victime pour présenter des millions d'autres victimes. Donc, pendant 5 ans, nous avons déjà traversé, nous avons déjà vécu 16 audiences, mais c'était seulement des audiences de mise en état. Des audiences de mise en état où les avocats des firmes américaines nous ont créé beaucoup d'incidents pour traîner, pour que le procès dure. Et c'est une course contre la montre aussi, parce qu'ils savent aussi que je suis vieille, que je suis malade. Mais vous savez que nous n'avons pas perdu confiance, bien que nous n'avons que 3 avocats qui travaillent sans honoraire. Et face à eux, c'est 38 avocats, parce que 19 firmes se sont constituées auprès du tribunal et chaque firme a loué 2 avocats, donc maintenant ils sont 38. Ils sont 38 et nous n'avons que 3. Mais ce n'est pas le nombre qui va gagner, parce que il faut dire que, il faut remarquer que Monsanto, qui est sur la liste, n'a jamais encore répondu à aucune plainte, surtout sur le drame de l'agent orange même. Mais là, cette fois-ci, Monsanto a répondu et c'est aussi constitué. Donc, tout à l'heure, j'ai eu un grand bonheur d'avoir la promesse de M. Rio, maire de Grigny, de nous soutenir, parce que depuis 5 ans, je suis soutenue par des milliers d'amis de France et dans d'autres pays aussi. Alors c'est ça qui m'a donné de la force pour lutter contre ce drame qu'on a voulu ensevelir par le poudre et pour le ensevelir complètement. Et maintenant, ce drame est revenu à la surface de la vie. Et il faut noter aussi que l'agent orange est quand même l'ancêtre des pesticides aujourd'hui. Et j'ai rencontré les victimes américaines, j'ai rencontré les victimes d'autres pays. Les souffrances sont les mêmes. Et les souffrances, les handicaps, les séquelles de l'agent orange sont semblables aussi des séquelles aussi des pesticides. Donc, si je suis aujourd'hui ici, c'est aussi pour vous remercier, mais pour vous demander aussi de nous soutenir. C'est une cause commune, quoi. Et une bonne nouvelle, c'est que peut-être qu'au mois de décembre, il y a finalement arrive le jour de plaidoirie. Et c'est le vrai combat qui commence. Parce que pour les audiences de mise en état, ce n'était que des incidents, mais pour la plaidoirie, c'est la lutte. Alors c'est pour ça que soutenez-nous, soutenez-moi, soutenez-nous, et ensemble nous avançons pour que la justice soit faite, pour que le drame de l'agent orange doit être connu dans le monde entier, pour arrêter, pas le drame de l'agent orange, mais arrêter aussi le drame des pesticides, des glyphosates, de tout ce qui sont en train de ravager non seulement et la France et les campagnes de la France, mais aussi dans tous les autres pays. Voilà. Et je vais terminer quand même mon intervention pour vous parler un peu d'un autre problème de mon pays, d'un autre problème aussi sur la paix, c'est-à-dire sur ce qui est en train de se passer dans la mer que vous appelez la mer de Chine. C'est un sujet assez compliqué, c'est pour ça que j'ai préparé ce texte, que vous me permettez de vous le lire. La Chine a depuis longtemps des visées sur la mer de l'Asie du Sud-Est, communément appelée par les géographes du XIXe siècle mer de Chine méridionale. Elle voulait la transformer en une mare chinoise, dominer la voie de navigation la plus importante
et devenir une grande puissance maritime, réalisant le rêve chinois hégémonique de M. Xi Jinping. La mer d'Asie du Sud-Est ainsi que les îlots, rochers et bancs qui s'y trouvent n'ont jamais appartenu à la Chine. Contrairement aux allégations de Pékin sur la souveraineté historique de la Chine remontant aux antiquités, les cartes officielles chinoises de toutes les dynasties chinoises, y compris la dernière, celle de Qing au début du Xe siècle, montrent que le territoire chinois s'arrête à l'extrémité sud de l'île Hainan. Mais depuis plusieurs décennies, les autorités chinoises ont déployé une stratégie militaire, politique, économique et médiatique pour s'emparer pas à pas de cette étendue. Dans la limite du temps qui m'est imparti, je ne parlerai pas des occupations armées de la Chine des îles Paracel, de l'occupation des îlots et rochers de l'archipel Spratly et des travaux effectués ces dernières années afin d'en faire des bases militaires. Permettez-moi seulement d'attirer votre attention sur l'agression toute récente de la Chine dans la zone Tuting, qui s'appelle Vanguard. Cette zone de récif corallien se situe sur le plateau continental à l'intérieur de la zone économique exclusive, sur laquelle le Vietnam exerce ses droits souverains selon les termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle est à 160 000 de la côte vietnamienne et à plus de 600 000 de l'île chinoise de Hainan. Depuis le mois de juillet, des navires de recherche chinois escortés de navires déguisés en bateaux de surveillance, dont des navires de 10 000 tonnes, ont sillonné cette zone en violation flagrante du droit international en dépit des protestations répétées et mesurées du gouvernement vietnamien. Face à la retenue de Hanoï, Pékin s'est montré de plus en plus agressive le 18 septembre. Son porte-parole a osé même affirmer la souveraineté chinoise sur la zone du récif Tuting, accusant le Vietnam d'avoir violé la souveraineté chinoise. Cette agression verbale qui fait suite aux violations mentionnées prépare-t-elle l'occupation par la force de cette zone maritime? Elle transforme en tout cas Tuting en point chaud, présentant un risque de conflit armé, menaçant gravement la paix régionale et partant mondiale. Pour terminer, rappelons deux simples chiffres. Le budget militaire chinois se rapproche de 170 milliards de dollars, croissant au rythme de 10% par an. De toute évidence, ce qui passe en ce moment en mer de l'Asie du Sud-Est ne concerne pas seulement le pays de l'ASEAN, mais l'ensemble des pays du monde. C'est pour ça, en tant que militante de la paix, je vous présente encore mes remerciements. Je sollicite aussi votre soutien pour notre procès de l'agent orange et je sollicite aussi votre soutien pour la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tran. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions dans la deuxième partie de notre débat. Je cède de suite la parole à Monsieur Chapuis pour qu'il puisse évidemment nous parler de la campagne qu'il mène avec Handicap International. Et puis Simon, c'est bon. Voilà. Merci, Monsieur le Sénateur. Alors, je remercie le groupe GDR, et en particulier messieurs Lecoq et Desmarais pour leur invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et de représenter Handicap International et ses 35 ans d'histoire et de combat citoyens et militants sur les sujets du désarmement et de la protection des civils. Mon intervention portera principalement sur les dégâts causés par les bombardements sur l'environnement urbain, là où une majorité de civils vivent aujourd'hui sur tous les continents. Alors effectivement, la campagne que nous menons actuellement, fort de nos expériences passées contre les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions, elle se base sur un constat qui est assez simple, qui est un constat historique, qui vise à montrer que il y a 100 ans, vous aviez à peu près 15% de victimes civiles des conflits armés. Ce chiffre est monté à près de 50% pendant la Seconde Guerre mondiale, dont nous apprêtons à commémorer le 80e anniversaire, pour en arriver aujourd'hui au chiffre effarant
et il faut le répéter, le mettre en avant, de 90% lorsque les armes explosives sont utilisées dans les zones peuplées, c'est-à-dire sur la majorité des conflits armés contemporains. Donc qu'est-ce que ça représente au final? Ça représente les armes explosives font en moyenne, alors je parle pour 2018, il y avait à peu près 30 000 victimes en 2018, 45 000 l'année précédente. Et grâce à un travail de terrain minutieusement documenté par des collègues syriens, yéménites, irakiens, libyens, somaliens, dont je tire ici la légitimité de leurs analyses, de leur expertise et de leurs messages, nous avons lancé une campagne il y a plus de 5 ans pour mettre fin à la pratique de l'utilisation des armes explosives dites à large rayon d'impact dans des zones peuplées. Alors derrière cette appellation un peu barbare, au final il s'agit ni plus ni moins de mettre un terme à l'utilisation des armes explosives les plus destructrices dans les zones urbaines et périurbaines, mettre fin au bombardement des civils dans leur lieu d'habitation. Alors effectivement, derrière moi, merci Simon, vous pourrez trouver effectivement les armes dont on parle aujourd'hui. Donc effectivement, toutes, dans cette campagne que nous avons lancée il y a 5 ans, conjointement au Comité international de la Croix-Rouge, l'ONU, une coalition d'ONG rassemblée sous le nom d'INEW, le réseau international sur les armes explosives, dont Handicap International fait partie, mais également un groupe d'États, piloté par l'Autriche et l'Irlande, qui se sont mobilisés pour rédiger un texte visant à encadrer ces pratiques que nous considérons comme barbares. Et j'en reviens d'ailleurs sur, au final, pourquoi cette évolution historique. Effectivement, comme vous le savez, ça a été rappelé d'ailleurs par mes voisins, la guerre a progressivement évolué au cours de ces dernières décennies, elle est devenue de plus en plus asymétrique, la nature des belligérants a évolué, vous avez des rapports de force qui sont parfois disproportionnés entre une armée régulière et des groupes qui opèrent sous forme de guérilla, par exemple. Et le centre de gravité des conflits armés s'est progressivement déplacé au cœur même des villes. Et ça a eu un impact qui est effectivement très concret. Alors, quand on parle d'armes explosives à large impact, de quelles armes on parle? Alors, le Comité international de la Croix-Rouge, au début, a fait un effort méthodologique pour définir ces armes-là. Alors, derrière moi, vous verrez, dans ces armes, on retrouve les armes les plus communément utilisées sur les théâtres de conflits contemporains. Ça va du lance-roquettes multiple au traditionnel obus propulsé par un aéronef ou un hélicoptère, un obus qui peut faire de 250 kg à 1 tonne. Il faut aussi se rappeler de ce que c'est. Des obus de mortier, du tank, ou même de la grenade ou de l'engin explosif improvisé, fabriqué par des groupes armés également. L'ensemble de ces armes forme une catégorie assez précise que l'on appelle armes explosives à large rayon d'impact. Et au final, comment peut-on définir ce large rayon d'impact? On peut le définir de trois manières. Le CICR a défendu 3 critères. Tout d'abord, ces armes peuvent avoir un périmètre de destruction très étendu. C'est un obus que vous larguez par avion. Ce sont des armes qui peuvent disperser plusieurs munitions à la fois. C'est un lance-roquettes multiple ou c'était les armes à sous-munitions du temps où elles étaient permises. Donc les armes à sous-munitions, pour rappel, c'est une bombe que vous larguez par voie aérienne et qui s'ouvre en l'air et qui disperse plein de petites bombelettes, des dizaines voire des centaines, et qui crée un effet de saturation de zone, couvrant des rayons parfois de plusieurs kilomètres carrés, de plusieurs terrains de football, dont le seul but est de détruire un maximum de terrain, donc d'impacter la vie des civils. Sauf que quand vous avez 40% de ces bombelettes qui n'explosent pas à l'impact, l'effet mine antipersonnel pourrit l'existence, pardonnez-moi l'expression, de la vie de milliers de civils. Et le dernier critère de ces armes-là, au-delà de leur périmètre de destruction étendu, de leur capacité à projeter de multiples munitions à la fois, il y a également l'imprécision qui peut être inhérente à l'arme. Et là, vous imaginez un obus de mortier. Quand on veut reconquérir une ville et que vous posez un mortier à 4 km d'une ville, et qu'au petit bonheur la chance, l'obus part et qu'on dit il va atterrir quelque part et on espère près de la cible militaire, pour nous, ce système de lancement indirect rend l'arme imprécise par nature. Donc, on ne s'attaque pas à une arme en particulier et on ne veut pas interdire ces armes. On veut réglementer des armes qui ont des effets disproportionnés dans des zones urbaines où elles n'ont aucune vocation à exister. Or, aujourd'hui, la plupart des conflits contemporains se déroulent dans les zones urbaines. Donc, oui, s'il te plaît. Donc, effectivement, vous voyez, ça, typiquement, c'est l'exemple du MBRL ou le BM21. C'est très utilisé en Syrie. C'est un lance-roquettes multiple.
capable de projeter 40 roquettes en 20 secondes sur une distance de 20 km. Donc là, effectivement, c'est une arme conventionnelle qui est permise aujourd'hui par le droit international, majoritairement utilisée sur des théâtres de conflits armés. Et effectivement, il est très difficile de nous expliquer, de la part de quelconque acteur, comment vous pouvez être affirmé avec précision que vous atteindrez votre cible militaire et non pas que vous impacterez indistinctement des civils ou des infrastructures civiles à proximité. Donc ça, dans notre campagne, effectivement, comme vous le savez, nous on a une casquette d'humanitaire. Notre but, c'est d'avant tout de documenter l'impact. On travaille beaucoup avec des chercheurs, avec des organisations humanitaires. Et donc on a une organisation à Genève qui s'appelle le Centre international de Genève pour le déminage humanitaire, qui a mis en place un simulateur. Ils ont travaillé avec des laboratoires de scientifiques en Allemagne où ils ont rassemblé des millions et des millions de données fournies soit par les industriels, soit par les humanitaires sur les données de ces armes-là et de ce fameux large rayon d'impact. Est-ce qu'on peut avoir une approche métrique finalement de leurs conséquences en zone urbaine? Et on a appliqué des simulations sur une zone urbaine classique. Voilà, donc je vous ai montré le BM21 juste avant parce qu'en fait, si tu passes à la prochaine slide, donc vous voyez là, la simulation vous montre que si vous utilisez en moyenne, donc là un BM21 pour une cible qui était à peu près au milieu de cette ville-là, une cible militaire, ça peut être Oui, voilà, donc là c'était la cible que vous souhaitez atteindre, et donc vous êtes à, je crois, 4 km de la ville, vous projetez ces 40 roquettes en l'espace de 20 secondes, et voilà le fameux large rayon d'impact que ça couvre. Donc là, en fait, vous vous rendez compte de la nature indiscriminée de cette arme-là. C'est-à-dire que le droit international humanitaire réglemente plutôt bien les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, c'est quand vous visez directement des civils. Or, quand vous prétendez, en étant une force armée de quelconque nature, à viser une cible militaire et à dire, au final, j'ai utilisé un moyen qui me paraissait proportionné par rapport à la valeur militaire, on commence à rentrer un peu dans le technique, que j'accordais à ma cible, et bien au final, la notion d'interprétation extensive du droit international humanitaire engendre des dommages collatéraux comme celle-ci. Et là, vous comprenez un peu les images de destruction massive et pourquoi des militaires, des forces armées peuvent aujourd'hui dire, de par l'extension extensive qu'ils ont des conventions de Genève, voilà pourquoi je respecte, malgré les dégâts que cela peut causer. Donc effectivement, avant de passer aux conséquences sur l'environnement urbain dans son sens large, et en particulier sur ce qu'on appelle l'héritage des conflits armés contemporains sur le très très long terme, j'aimerais quand même, parce que c'est aussi notre mandat chez Handicap International, vous rappeler ce que ça signifie l'utilisation de ces armes dans les environnements urbains. Parce qu'effectivement, on a du mal à imaginer si demain on pourrait avoir du mortier, un obus de 500 kg ou même une grenade à effet de souffle assez forte. On a du mal à imaginer ce que ça représente dans les rues de Paris ou dans nos villages respectifs. Alors il faut quand même s'imaginer ce que ça a représenté dans les rues de Raqqa, de Mossoul, de Sanaa ou dans le Donbass en Ukraine récemment. Donc très rapidement, ces armes explosives, elles sont caractérisées par leur effet de souffle ou de fragmentation. Le souffle, c'est effectivement la puissance de la bombe qui va vous projeter en arrière, et la fragmentation, c'est quand la bombe explose, elle peut disperser plein de petits débris, que ce soit des clous ou voilà, qui vont vous impacter. Et ces blessures, en fait, ces armes explosives qui sont totalement encadrées, enfin non pas encadrées bien sûr, mais qui sont autorisées par le droit international humanitaire, massivement utilisées aujourd'hui dans les conflits contemporains par toutes les armées du monde. Dans nos centres de santé, pour vous donner quelques chiffres, dans nos centres de santé au Yémen, 35% des victimes l'ont été des bombardements directs, donc de cette pratique militaire. Ce chiffre atteint 53% dans nos centres de santé en Syrie. Donc déjà, il y a une question de proportion. Et puis en plus, vous avez effectivement, donc ça paraît presque banal de dire ça engendre des morts et des blessés. Mais ce n'est pas n'importe quel type de blessure que ça engendre. Cet effet de souffle, ça crée des types de fractures et des types de brûlures extrêmement particulières. L'effet de souffle va effectivement vous projeter. Le type de fracture le plus communément admis, c'est des types de fractures aux chevilles. Parce que l'onde de choc va se projeter sur le sol et va vous causer des types de fractures où ça va vous décalcifier l'os, de telle sorte à ce qu'il y a des gens on ne voit rien sur l'IRM. Des années après, on a l'impression que la personne ne souffre plus. Mais l'os étant décalcifié de par cet effet de souffle, la personne souffre le martyre et parfois on ampute des gens des années après avoir été victime de ces armes explosives-là.
parfois juste pour une grenade. Pas besoin d'aller chercher un obus de 500 kg, effectivement. Et donc, il faut s'imaginer ce que ça représente, parce qu'on est dans un débat sur l'environnement urbain. Vous avez des ondes de choc qui sont surmultipliées. Et si vous les mettez dans des espaces clos ou semi-clos propres, imaginez ça dans les rues de Paris, en fait. Pour moi, c'est toujours très frappant. C'est comme ça qu'on arrive à se représenter le choc. Dans des pièces, des couloirs, des places de marché, des rues étroites, vous avez ce qu'on appelle l'effet de fragmentation secondaire. C'est-à-dire que c'est la projection, non seulement vous avez l'effet de souffle, mais ensuite vous avez la projection de blocs de béton, de métal, des bâtiments, toutes ces matières inflammables qui constituent notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Et bien entendu, les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, de par leur poids moindre, sont de plus aisément touchés par ces armes explosives. Donc ça, c'était le petit rappel pour effectivement l'impact de très court terme, mais qui se transforme en enfer de long terme pour les types de blessures et de brûlures que ça engendre sur le long terme. Et je parle bien entendu même pas de l'amputation qui peut être causée par des restes explosifs de guerre. Donc si on passe à la slide précédente, donc effectivement, voilà, là c'est aussi pour se rappeler du type d'amputation que ça peut créer, en particulier chez les jeunes. Chez les jeunes, donc ici vous avez un jeune qui s'appelle Hussein qui a 15 ans, qui est syrien, et le type de soins extrêmement complexes que cela nécessite sur le très long terme, parce que bombarder des zones peuplées, ça veut aussi dire compliquer de façon considérable l'assistance aux victimes sur le très long terme. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc là, on va passer, et ce qui est intéressant, c'est de montrer tout ce qu'on oublie au final des conflits contemporains comme héritage de très long terme, très très long terme, sur la vie des civils. Effectivement, je le disais tout à l'heure, on s'apprête à commémorer le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. On démine toujours des bombes en Normandie. Imaginez ce que sera la Syrie demain, quand on estime qu'au minimum, si le conflit venait à miraculeusement s'arrêter, de par la contamination de tout type d'armes non explosées, tout type de munitions, il faudra au minimum 50 ans pour décontaminer la Syrie. Donc en fait, au final, le conflit ne s'arrêtera pas demain, et ça, il faut en avoir conscience. Donc je vais vous présenter 3 types, le plus rapidement, je l'espère, de conséquences de long terme. Le premier, c'est bien évidemment la contamination par des restes explosifs de guerre. Le second, c'est la destruction massive d'infrastructures civiles qui est vitale, qui empêche le retour des populations. Et le troisième, c'est le rapport, et ça permet de remettre en perspective la question des migratoires et notamment des réfugiés de guerre, la question des déplacements forcés liés à ces pratiques militaires. Donc, non, je vais juste te demander de revenir, s'il te plaît. La contamination, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Rio l'a rappelé avant, je vais vous citer juste quelques chiffres. À Kobané, juste après la reprise de Kobané en 2015, vous aviez par mètre carré 10 munitions non explosées dans l'hypercentre. Ça, on l'a documenté. Vous le retrouverez sur le site d'Handicap International. C'est des chiffres aussi des Nations Unies. Donc ça, moi, mes collègues experts en désarmement m'ont décrit ça comme des millefeuilles d'explosifs. Ils n'avaient jamais vu ça. Ça leur a rappelé des souvenirs d'horreur de conflits précédents il y a plusieurs décennies. En fait, vous aviez la première couche qui était des mines antipersonnelles des années 80. Par-dessus, vous aviez des engins explosifs improvisés de l'État islamique. Et par-dessus, vous aviez des bombes, des obus et des restes explosifs de guerre de la coalition qui avaient bombardé massivement. Et tout ça dans les mêmes débris. Et l'effort de déminage, il est colossal. Il est colossal parce que ça nécessite un type d'ingénierie civile, de matériel, d'expertise et de formation. Donc nous, aujourd'hui, on est la seule organisation de déminage, enfin l'une des seules organisations de déminage françaises qui opère sur le terrain. Et en fait, on met le paquet sur la formation des gens qui sont sur place, dont on tire une certaine fierté parce qu'ils connaissent le milieu, ils connaissent la topographie. Mais quand vous avez des centres, des milieux urbains qui sont contaminés de la sorte, on se projette sur des décennies de décontamination. Ça coûte un argent inimaginable, on parle vraiment en milliards d'euros. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Si vous passez ensuite sur le deuxième type de conséquences, sur l'impact sur les infrastructures civiles. Parce qu'effectivement, bombarder des zones urbaines, même si on prétend, soi-disant, avoir une cible civile, c'est aussi bombarder un environnement dans lequel vous avez toute une chaîne d'interdépendance. D'une infrastructure à l'autre, vous avez un effet domino qui s'opère. Par infrastructure civile, j'entends toute infrastructure qui permet la vie collective. Les infrastructures en eau, en traitement des déchets,
en électricité, les hôpitaux, les dispensaires, l'école. Donc là, effectivement, c'est nos collègues d'une organisation qui s'appelle Pax, qui est néerlandaise, qui a fait un gros travail sur l'est de l'Ukraine et qui s'était rendu compte qu'effectivement, qui avait pu documenter vraiment l'effet domino et l'interdépendance de toutes ces infrastructures. Vous bombardez à proximité d'une centrale électrique, vous allez couper le courant à toutes les infrastructures sanitaires. Vous bombardez une infrastructure en approvisionnement en eau, vous allez priver toute la population d'eau, et en plus de ça, vous allez créer des maladies liées à l'eau stagnante qui sera dans les différents types d'endroits où les centrales auront été bombardées. Et in fine, vous bombardez une infrastructure, vous les bombardez toutes. C'est vraiment l'enseignement que l'on a tiré de ces pratiques de bombardement et d'usage d'armes explosives à large impact dans les zones urbaines et périurbaines. Et si vous prenez et un chiffre, parce que moi, à chaque fois que j'entends chiffre, c'est un chiffre Nations Unies, et ça permet de remettre un peu sur la carte aussi le Yémen, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la question du transfert des armements, à juste titre, mais la question des conséquences de ces armes explosives, il faut quand même le rappeler. En 2018, 600 infrastructures civiles yéménites étaient bombardées ou détruites chaque mois. Donc là, en fait, c'est même pas la question de la paix que vous menacez, c'est la question du retour des populations que l'on interviewe dans à peu près tout type de conflit, qui vous disent « mais qu'est-ce que vous voulez que je revienne ?» Dans tous les cas, mon fils ne pourra pas retourner à l'école, ma fille ne pourra pas se soigner, on n'aura pas accès à l'eau, pas à l'électricité. Donc la question de la reconstruction, en fait, il faut la remettre en perspective par rapport à ce débat-là sur les infrastructures civiles. Et le troisième type de conséquences, on l'a documenté par deux rapports, en 2017 et en 2018, parce qu'effectivement, c'est bien, le grand public sait que les réfugiés, notamment les réfugiés syriens, fuient les bombardements. Mais cette fois-ci, on l'a documenté, on a interviewé des centaines de réfugiés syriens au Liban et en Jordanie pour savoir quel a été le catalyseur de leur déplacement forcé. Et l'immense majorité d'entre eux l'a relié à cette pratique d'usage d'armes explosives dans les zones peuplées, là où ils habitaient, dans leur ville, leur lieu de vie. Il faut se rappeler de ce que ça représente, hein. On le dit trop peu. La Syrie aujourd'hui, c'est 11 millions de déplacés, 5 millions de réfugiés, 6 millions de déplacés internes dans la Syrie qui fuient bombardement sur bombardement. Et effectivement, en fait, on engendre une génération de nomades qui va dans un endroit un peu moins contaminé que l'autre, un peu moins détruit que l'autre. Et aujourd'hui, on a des patients qui se retrouvent à faire 8 heures de route sur des routes minées pour venir avoir des soins en prothèse ou en orthèse. Donc la question du suivi, de l'aide humanitaire, y compris des personnels médicaux syriens, elle est quasiment rendue impossible par ces pratiques. Et du coup, j'en conclurai, c'est assez difficile, je le reconnais, sur une note un peu positive. Parce qu'en fait, on a des raisons d'espérer, et je suis très content de voir qu'il y a autant de monde sur une table ronde sur la paix, et je remercie encore une fois le groupe GDR pour cette initiative. Ce matin, nous avons inauguré en présence de la maire de Paris, place de la République. Vous ne le verrez pas parce que malheureusement les chaînes d'infos en continu ont une autre nouvelle en tête aujourd'hui. L'inauguration du premier monument aux civils inconnus. Face à des chiffres, des statistiques, de millions de morts, de victimes, d'amputations. Le but pour nous, il était double. Le premier, c'était effectivement de rendre hommage et de remettre un visage humain à tous ces civils inconnus qui passent sur les chaînes d'information en continu et qui sont victimes de ce que Emmanuel Macron a lui-même appelé dans sa conférence aux ambassadeurs l'ensauvagement du monde. Ce qui me permettra aussi de dire que la coalition dont a fait partie la France, malheureusement, en Irak et en Syrie, c'est 1500 bombardements déclarés, 1500 frappes aériennes déclarées pour 0 victime civile déclarée. Donc, face à ça, je lance un appel solennel, on l'a lancé ce matin, Anne Hidalgo y a répondu, et j'ai la chance d'avoir un maire engagé à mes côtés, à tous les maires de France, de tout parti politique, pour héberger ces monuments aux civils inconnus. En fait, il s'avère que le but n'étant pas d'opposer les soldats aux civils, bien entendu, mais de remettre en perspective ce chiffre de 9 victimes sur 10, de remettre en perspective l'évolution contemporaine des conflits armés, de remettre en perspective le fait qu'aujourd'hui, il nous apparaît comme normal de bombarder des zones peuplées, alors que ça ne l'est pas du tout. De
Donc j'appelle effectivement tous les citoyens à mobiliser leurs maires pour accueillir ces monuments que nous espérerons pérennes. Ça commence à être fait un peu dans la métropole de Lyon. Anne Hidalgo a répondu à notre appel ce matin. Malheureusement, vous ne le verrez pas sur les chaînes aujourd'hui, mais on espère que ça aura l'écho médiatique que ça mérite. Et on vous invite bien évidemment tous à notre 25e édition de la pyramide de chaussures, ce samedi et dans 15 villes de France pour honorer les victimes. Et le deuxième point positif, parce qu'en fait, tout engagement citoyen appelle une réponse politique. Pour ne pas baisser les bras, on s'inspire de nos combats passés. Il faut se rappeler que le traité contre les mines antipersonnelles, lorsque mes collègues l'ont lancé, et l'ont lancé les négociations de par leur expertise de terrain et l'ont porté dans les arcanes diplomatiques grâce au soutien de gens comme vous et moi. Enfin, moi, j'en faisais pas partie, malheureusement. Ce traité, c'est pas n'importe quel traité, c'est un traité qui a engendré un impact durable sur le terrain. C'est 10 fois moins de victimes de mines antipersonnelles en 15 ans. Et rien que quand vous entendez ce chiffre, ça vaut le coup de se battre, pour le coup. 10 ans plus tard, c'est 160 États qui l'ont signé, plus de 80 États dans le monde, et même des États, parce qu'on nous dit toujours, oui, mais les groupes armés, les États qui respectent rien, même des États qui ne l'ont pas signé, comme les États-Unis d'Amérique ou la Russie, par exemple. Si vous prenez les États-Unis, cas d'école très intéressant, qui ne signent rien par principe. Les États-Unis ont détruit leur stock de mines antipersonnelles. Ils n'en utilisent plus, ils n'en produisent plus, ils n'en stockent plus, et aujourd'hui, c'est le premier bailleur mondial de la lutte contre les mines antipersonnelles. Loin de nous l'idée de dire que c'est un bon élève, mais c'est juste pour vous dire que si aujourd'hui même un groupe comme par exemple les FARC ou d'autres groupes armés détruisent leur stock de mines, ça veut dire qu'on est dans des campagnes de très long terme. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On ne va pas convaincre les tyrans du monde d'ici demain, mais en augmentant petit à petit le coût politique et la stigmatisation de ces pratiques et de ces armes un peu chaque jour, on a des cas d'école comme ce traité contre les mines antipersonnelles qui marche. On a répercuté l'exemple sur le traité contre les armes à sous-munitions qui a les mêmes conséquences auprès des civils sur le terrain. Et aujourd'hui, le 1er et le 2 octobre à Vienne, 90 États vont se réunir. Au bout de 5 ans de combat, on a enfin réussi à les poser autour d'une table pour négocier une déclaration politique internationale qui visera à mettre un terme à la pratique de l'utilisation d'armes explosives à large impact dans les zones urbaines et périurbaines. Et c'est peut-être l'un des processus les plus importants qui ait jamais mené Handicap International et ses alliés avec le soutien des citoyens. Parce que là, on ne travaille plus sur l'arme, on travaille sur la pratique. Et on s'inspire effectivement de l'esprit des conventions de Genève. Les conflits ont évolué, le droit et les textes doivent évoluer. Il y a 90 États qui se rendront à cette conférence. S'en suivront 6 mois de négociations et on a vraiment besoin de votre soutien pour faire en sorte que cette pratique innommable de l'utilisation des armes les plus destructrices dans les zones urbaines et périurbaines mette un terme. Et compte tenu des combats que nous avons menés par le passé, de la mobilisation que je vois aujourd'hui et qu'on voit partout où on se rend, croyez-moi, on a des raisons d'espérer. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Pour tous les civils qui sont passés sur des slides, qui sont des visages parmi tant d'autres, et pour le témoignage puissant qu'on a entendu précédemment, ça vaudra toujours le coup de se battre et de se dire que dans tous les cas, on les fera plier parce que le poids du nombre fait que. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.